Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette formation qu'organise le forum Pamela Howard de l'ICFJ sur le reportage des crises mondiales. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Avant de vous en dire plus sur cette formation, je vous invite, si vous avez raté notre précédent webinaire, à suivre l'enregistrement sur le compte YouTube de notre réseau international pour les journalistes. C'était un excellent webinaire sur la façon dont vous pouvez couvrir une élection en Afrique avec le journaliste Raphaël Vogo qui nous fait l'honneur d'animer la formation d'aujourd'hui pour partager cette fois son expérience de reporter de guerre et pour vous aider à savoir comment couvrir une crise politique et sécuritaire. Mvogo a travaillé au cœur des zones de conflit. À Bangui, en 2013, il confie avoir frôlé le pire face à un rebelle tout nerveux et menaçant d'en finir avec lui avec sa Kalachnikov. 5 ans auparavant, à Ebéché, à l'aide du Tchad, il serait passé tout près d'une incarcération. En 2009, il a sillonné la Côte d'Ivoire et a observé ce qu'il appelle un volcan non éteint qui entrera de nouveau en éruption lors de la présidentielle de 2010. Vous l'aurez compris, c'est un privilège d'avoir ce journaliste qui a interviewé près d'une vingtaine de chefs d'État africains et couvert de grands événements politiques dans le monde, dans plusieurs pays. Bonjour Vogo, merci pour avoir accepté notre invitation et d'être encore une fois avec nous. Bonjour Kossi, bonjour aux participants qui prennent part à cette formation. C'est un plaisir de les retrouver, de pouvoir partager une fois encore mon expérience, mon expertise. C'est bien vrai que c'est une formation, mais nous rappelons aux confrères ou aux consoeurs qui nous suivent que vous avez toujours la possibilité de pouvoir y participer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran si vous nous suivez via Zoom. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent directement dans le forum, dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez poser vos commentaires, vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Monsieur Mvogo, quel est le souvenir que vous gardez de toutes ces années durant lesquelles vous avez travaillé comme reporter de guerre et journaliste dans les zones de conflit? Alors, je dirais que c'est fascinant. C'est vrai, il m'est arrivé de risquer ma vie, mais c'est fascinant parce que c'est ça aussi le métier des journalistes. Le précédent webinaire, nous parlions de la couverture d'une élection en Afrique. Il faut comprendre les anecdotes et autres que j'ai pu partager. C'est que pour arriver à ce stade, en fait, il y a un palier qu'il faut franchir dans le métier du journaliste. C'est le journalisme d'investigation. Donc, c'est le journalisme d'investigation qui conduit vers de telles expériences, j'ai envie de dire, de telles aventures. Euh, Avant d'en parler, et je voudrais que les participants qui nous écoutent retiennent une chose. Quand on parle de crise politico-militaire, il faut comprendre que euh, nous sortons d'une situation où tout est normal. Nous rentrons dans une situation d'exception. D'exception parce que quel que soit le pays au monde, quand il y a une menace sécuritaire, ce qui se passe généralement, c'est que les pays renforcent leur arsenal juridique. Et quand on dit renforcer l'arsenal juridique, c'est que, bien évidemment, les libertés arrivent à être restreintes. Et quand les libertés sont restreintes, il faut comprendre que ce n'est pas évident dans ce contexte-là d'exercer le métier de journaliste. Et là, c'est pour les États qui sont encore debout et qui sont sous la menace. Et quand vous avez une situation où un groupe armé ou une rébellion s'est emparé du pouvoir, ça change encore davantage parce que là, ça devient un état de non-droit. Les lois sont mises entre parenthèses et c'est les individus qui se sont emparés du pouvoir qui deviennent des lois. Et vous imaginez donc que dans ce contexte-là, le pire peut vous arriver à tout moment. Vous pouvez vous retrouver en train d'être accusé soit d'espionnage, soit de mercenariat. Donc, c'est extrêmement risqué. Et c'est ça que nous allons échanger tout à l'heure. On commence dans le vif du sujet. Comment couvrir une crise politico-sécuritaire?
Alors, couvrir une crise politico-sécuritaire, ça demande justement, bien plus que couvrir une élection, un maximum de précautions à prendre. Un maximum de précautions parce que là, vous avez votre sécurité euh, qui n'est pas totalement garantie, qui n'est presque pas garantie. Alors, vous devez vous rendre dans un pays étranger. Donc, il faut commencer à prendre des contacts. Et les contacts que vous prenez, c'est les autorités qui sont en place, que ce soit des institutions qui ne sont pas passées aux mains d'une nouvelle direction ou justement une direction qui a changé et qui s'est retrouvée aux mains d'une rébellion. Comme si, généralement on parle des autorités de transition, donc il y a un gouvernement qui est mis en place, il faut prendre des contacts. Il faut prendre des contacts de confrères journalistes. Il faut prendre des contacts d'autres personnes. Alors, je voudrais commencer par le cas de Bangui en 2013. Quand je me rends à Bangui, la ville est sous occupation de la rébellion de la Séléka. Alors, qui est une rébellion hétéroclite. On a là des Centrafricains, on a des étrangers, on a parlé de Soudanais, on a parlé des Tchadiens et d'autres nationalités. Et alors, vous avez donc une telle organisation et euh, vous avez des politiques qui ont pris le pouvoir, qui gèrent le pays au plan politique. Vous avez les militaires, entre guillemets, dont ces bandes armées et qui sont aussi un mélange de, de militaires qui ont été formés au métier des armes et des gens qu'on a associés qui n'ont jamais été formés au métier des armes. Et vous imaginez que quelqu'un qui n'est pas formé au métier des armes, il y a un langage qu'il ne connaît pas. Alors, avant de me rendre à Bangui, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai la particularité pour la crise centrafricaine, c'est que comme je la couvrais déjà à partir de Yaoundé, où je me trouve en ce moment, qui est la capitale de mon pays, au Cameroun, alors je couvrais déjà cette crise et j'étais en contact permanent avec les dirigeants de la Séléka. Les dirigeants militaires, bien évidemment, le porte-parole, Djuma Narkoyo, qui est un gendarme de deuxième classe au moment où il rejoint la rébellion et qui prend le titre de colonel. Vous avez le général Zundeko, qui lui avait pris ses quartiers avec son groupe à Bria et qui a d'ailleurs été tué en 2016 lors d'un raid de la MINUSCA. Donc, je suis en contact avec eux. Donc, il y a cette relation qui s'est établie. J'ai le ministre de la Communication de l'époque, Christophe Gazambiti, que j'appelle. Et j'ai un ami de nationalité congolaise qui travaille pour Internews, donc une ONG américaine qui apporte son soutien aux médias, aux organisations professionnelles dans le domaine des médias. Et c'est avec lui que j'organise mon voyage, en fait. Parce qu'à ce moment, quand vous avez une ville, aussi vous m'entendez? Je vous entends parfaitement bien. Voilà, quand vous avez une ville qui est entre des mains des rebelles, comme je le disais, alors il faut éviter d'aller dans un hôtel. Parce que être dans un hôtel, vous exposez votre vie. Et mon ami de nationalité congolaise, Pascal Chira, à qui je témoigne ma gratitude, lui-même, il s'est retiré, il avait une villa et il s'est retiré au centre Jean 23 de Bangui. Il a pris un studio et je lui demande également de me prendre un logement là-bas. C'est ce qu'il va faire. J'arrive à Bangui. Et bien évidemment, dès que vous descendez de l'avion, comme je disais tout à l'heure, vous comprenez que vous êtes dans un autre monde. Les choses ne sont plus comme avant. Ce n'est pas Bangui que j'avais connu en janvier 2011 à l'occasion de l'élection présidentielle et des législatives. Vous voyez des hommes partout, des hommes en âme. Et ça déjà, ça vous donne une idée de ce que vous allez vivre sur le terrain. Et je m'installe donc. Je m'installe au centre Jean 23. J'ai mon petit studio, une chambre
une petite salle de séjour, j'ai les WC. Alors, comme je disais, tout a changé. Alors, le ministre que j'appelais au téléphone, à qui j'avais annoncé mon arrivée, que j'appelle, et maintenant, je n'ai plus de rendez-vous. Il ne me reçoit pas immédiatement. Mais vous avez besoin de vous déployer. Je demande des contacts. On me donne le contact du porte-parole de la présidence. Vous m'écoutez? Parce que je vous vois bouger. Moi, je suis là, ne vous inquiétez Ah, pas. d'accord, OK. Alors, que j'appelle, il me dit de le retrouver à la présidence. Et l'avantage donc que j'ai, c'est qu'avec mon ami congolais, c'est qu'il utilise un véhicule qui est un don de l'Union européenne, donc qui est estampillé Union européenne. Donc là également, c'est une couverture. Parce que le taxi, d'ailleurs, très peu de taxis circulent déjà dans le contexte, même la moto que vous avez, vous ne savez pas qui vous transporte. Et je me range donc au palais présidentiel. Je le trouve, c'est un palais présidentiel qui est mis à sac. Donc, c'est un spectacle de désolation. Il me reçoit, oui, monsieur le journaliste. C'est monsieur Guy Kodegué qui a été le porte-parole de l'ancien président Ange-Félix Patassé, que je retrouve là, je suis surpris, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Alors, je lui dis, je suis venu travailler, donc il me facilite, il me dit, bon, il va essayer d'organiser un rendez-vous avec le chef de l'État par intérim de transition, Michel Diotodia, ce qui n'est pas fait. Alors, quand vous vous baladez dans la ville, j'ai parlé des hommes en armes et j'ai dit, l'un des réflexes que j'ai toujours, c'est que même avec les ONG humanitaires, il faut vous rapprocher d'elles. Donc, je me rapproche de Médecins sans frontières et j'entre en contact avec son responsable de la sécurité, qui se trouve un colonel français à la retraite, donc un ancien légionnaire. Donc, ça déjà, j'ai également quelqu'un d'une ONG pour ma sécurité. Je me rapproche également des Nations Unies, toujours pour ma sécurité, qu'en cas de souci, je peux appeler quelqu'un. Donc, voilà les dispositions qu'il faut prendre. Alors, mais ce n'est pas suffisant parce que quand je parle de l'incident auquel j'ai failli laisser ma vie, vous vous retrouvez face à un rebelle. Vous n'avez pas le temps, il ne vous donne même pas le temps de passer un coup de fil. Parce que le Mais moindre geste... comment vous êtes-vous retrouvé face à ce rebelle que vous mentionnez? Alors, quand je sors du palais d'abord, c'est que le porte-parole, il m'a laissé là, donc le véhicule de mon ami que j'utilise, le temps que le chauffeur vienne me chercher, me récupérer, je suis sorti et je trouve un groupe de rebelles qui sont sur un pick-up qu'ils utilisaient quand ils étaient loin en brousse. Alors, ils me disent, ils ont faim. Ça, déjà, c'est un problème. Ils ont faim. J'ai mon portefeuille que je ne peux pas sortir parce que s'ils se rendent compte que vous avez de l'argent, je crois qu'ils finiront par vous suivre là où vous logez. Heureusement pour moi, je tiens donc des pièces dans une main qui est fermée et j'ouvre, ça fait à peine 1000 francs. Je leur dis, ah, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai sur moi. Bon, vous allez vous contenter de ça, mais je reviens tout à l'heure m'occuper de vous. En fait, c'est une façon de partir De vous éclipser, en fait. pour vous éclipser. Et ils sont drogués. Donc ça, déjà, c'est un danger. Ils sont drogués, donc tout peut arriver à tout moment. Et je m'éloigne à pied en attendant que le chauffeur vienne me récupérer. Et pendant donc que je longe, c'est le porte-parole de la présidence qui me rappelle, monsieur le journaliste, ah, le chef de l'État a une cérémonie, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, ah, comme je tiens à l'interviewer, peut-être c'est l'occasion. Le véhicule vient me chercher. Et là, je suis sorti du palais présidentiel. J'entre maintenant, je dois retrouver Michel Diotodia au camp de Roux, qui est le siège de l'état-major des forces armées centrafricaines, les FACA. Et comment lui-même se retrouve là? Parce que avant mon arrivée, il venait d'être séquestré par ces rebelles qui lui demandaient de l'argent. Et il était à l'hôtel. Donc, il est sorti de l'hôtel, allé se réfugier à l'état-major de l'armée. Et j'arrive, il y a des postes de contrôle, je passe le premier, le deuxième, on me dit, vous ne pouvez pas continuer en véhicule, vous devez descendre.
Alors, je continue donc à pied. J'arrive presque là où Michel Diotodia est en train de faire sa fameuse cérémonie. Je parle de fameuse cérémonie, je vais préciser tout à l'heure. Il y a donc un rebelle Seleka qui est armé, qui tient sa Kalachnikov. Il a les lunettes noires aux yeux et qui est pointé sur moi. Il dit, le chef de l'État est dehors, personne ne passe. Et j'ai dit, non, c'est le porte-parole de la présidence qui vient de m'appeler là tout à l'heure. Il me dit, le chef de l'État est dehors, personne ne passe. Il a son arme, il menace, qui est pointé sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne bouge plus. Et il faut garder son sang-froid. Je garde mon sang-froid. Heureusement pour moi, donc, M. Kodege qui vivait la situation, puisqu'il m'attendait, quand il voit ça, il vient, monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'il y a? Lui-même, il observe la scène. Il dit au rebelle, laissez-le passer, il est venu. Le rebelle dit non. Lui, le porte-parole de la présidence, il n'a pas pu me tirer de là. Il est allé appeler un chef militaire de la Séléka qui est venu, qui n'a pas pu me tirer de là. Et vous étiez toujours là, Je suis devant lui. là, j'ai une Kalachnikov, une arme de guerre pointée sur moi. Oui, et je ne bouge pas. Il a fallu qu'il aille prendre un autre supérieur hiérarchique de ce rebelle pour venir me tirer de là. Donc, vous voyez, je dis à ce moment, vous n'avez pas la possibilité de prendre le téléphone pour appeler. Donc, l'attitude également, ça joue. Parce que si vous vous amusez, parce que le mec, lui, comme je disais, c'est des gens, il y en avait là qui voyaient une ville pour la toute première fois de leur vie, qui arrivaient à Bangui, qui étaient dans les forêts de la Vakaga. Alors, vous voulez lui parler votre français, ça peut se compliquer. Donc, je garde mon sang-froid, je ne parle pas. Et c'est comme ça que j'arrive à me tirer de là. Et ce n'est pas suffisant, parce que là où je dors, au centre Jean 23, toutes les nuits, c'est le crépitement des armes. C'est le crépitement des armes. Alors qu'aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai la salle de bain à l'intérieur, mais le WC, je l'ai hors, à l'extérieur de mon studio. Donc, il faut faire pipi dans la nuit. Et ça, je vous assure, ce n'est pas évident. Donc, je suis obligé d'utiliser la salle de bain pour faire pipi. Donc, il y a ce cas-là. Et il y a le cas d'Abéché, qui est notre cas très édifiant parce que quand ça se passe à Béché, en fait, là, c'est des reportages que j'avais négociés avec OCHA, qui est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. C'est encore plus compliqué, je le dis, parce que Bangui, je n'avais pas besoin d'une autorisation pour RZC. Mais février 2008, Idriss Déby Itno venait d'échapper au push que nous connaissons tous. Mais avant d'aller à l'aide du Tchad à Abéché, comment avez-vous pu travailler Alors, ce lors de que j'ai votre fait, mandat en Centrafrique? Est-ce que vous traînez avec votre caméra, par exemple? Est-ce que vous avez tous vos équipements sur vous, votre gilet, par exemple? alors, je n'avais pas de Comment vous gilet avez pu pare-balles. assurer non pas peut-être un gilet du journaliste presse, comment vous avez pu Alors, assurer votre sécurité? alors ça, c'est très intéressant, la question, parce que je n'avais pas de gilet pare-balles. Je n'avais pas de gilet pare-balles parce que je n'étais pas attendu. Donc, j'ai pris sur moi, moi-même, et ma rédaction à l'époque, je ne voulais même pas que je me déplace. Donc, et il n'y avait presque pas de journalistes qui se rendaient à Bangui. Donc, la rébellion qui est au pouvoir ne connaît pas ce discours de gilet pare-balles. Donc, je me déplace sans gilet pare-balles. Et En fait, la, même pas un gilet reporter de non, presse. je n'ai pas de gilet de reporter parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'appelle le ministre de la Communication au téléphone, il me donne rendez-vous sur rendez-vous. Aucun n'est honoré. Donc, au plan administratif, je ne suis pas couvert. Le seul avantage, c'est que comme il y a la libre circulation
entre 4 pays de la CEMAC, entre le Cameroun, la RCA, le Tchad et le Congo-Brazzaville. Donc, je me retrouve là en tant que Camerounais. Donc, oui. Mais il n'y a pas de gilet pare-balles et le ministre ne me reçoit pas. Je Mais l'appelle et me avez-vous donne... quand même bénéficié, vous, en ce temps-là, de la protection de votre rédaction? Était-elle au courant? Oui, alors, comme c'était les Chinois, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que je me présente à l'ambassade, c'est ce que j'ai fait. Même jusque-là, j'avais pas de protection. Je me suis juste présenté, il y a un attaché qui m'a reçu. Ça s'est limité là. On me dit, en cas de souci, vous nous appelez. Oh, vous êtes dehors. Je parle du rebelle qui avait son arme pointée sur moi. Donc, je n'ai pas de gilet pare-balles. Et je rencontre d'ailleurs un confrère français qui travaille en freelance pour quelques médias français, dont Le Figaro. Lui également, il se retrouve là, il n'a pas de gilet pare-balles. Donc, nous sommes 2 journalistes travaillant pour des médias étrangers. Alors, donc, aucune protection. Ce n'est que nous-mêmes qui devons tout faire pour notre propre sécurité. Alors, finalement, même quand le ministre me reçoit, aussi ça, c'est très intéressant. Il me reçoit, le jour, il me reçoit 2 ou 3 jours après mon arrivée. Et quand il me reçoit, il est presque 18 heures. Bon, il s'est fait tard. Et ce que j'ai constaté, lui-même, le ministre, quand il a regardé sa montre, il me dit, waouh, il se fait tard. Il ne fait pas bon traîner ici. Lui-même, ministre, il sortait de son bureau en courant. Il m'a abandonné. Donc, lui-même, il courait de peur d'être agressé par leurs propres rebelles. Donc, vous voyez la situation. Donc, c'est une situation où votre vie ne tient qu'à un fil. Lui-même, Michel Diotodia, président de la transition, il a été séquestré par ces hommes dans l'hôtel où il s'était installé. Il est obligé de fuir de là. Voilà son ministre de la Communication également qui fuit son bureau à 18 heures en disant « Ici, ma vie n'est pas garantie, ma sécurité n'est pas assurée. » Il court, il rentre dans sa voiture. Bon, voilà, je reste là pointé. Il commence à faire noir. La nuit commence à tomber. Donc, vous voyez les risques. Donc, vous n'avez pas cette sécurité-là. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé au départ d'une aventure. Ce n'est qu'une aventure où tout peut arriver et il n'y aura personne là pour vous sauver la vie. Parce que le temps de passer un coup de fil d'abord, on ne vous donnera pas ce temps-là. Parce que comme je disais, si j'avais paniqué, par exemple, quand je me suis retrouvé face à face avec le rebelle, il lui fallut que je panique. Ça ne lui aurait coûté rien de tirer. Déjà, ce que j'avais constaté, c'est qu'il était drogué. La preuve, c'est que le porte-parole de la présidence n'a pas pu me tirer de ses griffes. Un de ses chefs n'a pas pu me tirer de ses griffes. Donc, voilà la situation où vous travaillez sans gilet de presse. Et comment bien mener son travail dans un environnement aussi hostile? Alors, la principale arme que vous avez, c'est le courage. C'est le courage, c'est l'audace, c'est la détermination. Et vous vous dites, advienne que pourra. Et vous vous déployez parce qu'effectivement, je ne rentre pas me tirer dans mon logement que j'ai pris. Non, non, je suis sur le terrain. J'essaie de rencontrer, tant que faire se peut, des gens que je peux rencontrer. Je vous ai parlé, je suis allé à Médecins sans frontières, je suis allé à... la MINUSCA, à l'époque même, n'existait pas. Donc, c'était plutôt la force multinationale d'Afrique centrale, la FOMAC. Et il y avait donc... et qui venait de se muer en MISCA, la mission internationale sous conduite africaine. Donc, et à la tête, c'était et même la MISCA vient après. Donc, vous voyez, donc vous vous retrouvez là, en fait, et voilà, le fait, ce que j'avais également eu, c'est que comme c'était dans la FOMAC, la force multinationale de l'Afrique centrale, je suis allé chercher le contingent camerounais, donc le responsable du contingent camerounais, pour lui dire également que je suis ici. S'il y a un souci, sachez que je suis là. Donc, vous vous déployez, vous n'avez pas de sécurité, vous vous dites, et quand je vous dis les rebelles, une vie qui est sous occupation rebelle, c'est des gens qui arrivent, ils trouvent des caisses vides.
Et comment ils font? Ils se payent sur la bête, sur la bête. Il y a une dame également qui s'était réfugiée au San Jean 23 qui me disait, ils sont arrivés chez elle, ils lui ont demandé de l'argent, elle a dit qu'elle n'avait pas cet argent-là, ils lui ont dit, nous revenons. Donc, vous voyez, ils donnent rendez-vous, nous revenons. Alors, si vous vivez avec, en tant que journaliste, vous vous dites, soit c'est que je rentre, soit c'est que je ne sors plus, mais je sortais. Il arrivait même que quand le véhicule m'a déposé et il n'est pas là, je suis obligé de longer à pied, d'aller à pied. Bon, heureusement pour moi, finalement, tout s'était bien passé. J'avais réalisé de très bons reportages, j'ai réalisé des interviews, tout ça. Donc voilà. Et je Vous parlais étiez donc. également à Béché, ligne de front, où l'armée tchadienne, avec des mouvements incessants de véhicules et d'avions, organise avec ses troupes, comme vous le décrivez, des opérations contre des mouvements rebelles en embuscade. Oui, c'est exact aussi. Et comme je disais, alors là, c'est encore plus compliqué parce qu'à l'époque, le gouvernement tchadien avait institué une autorisation spéciale pour les journalistes pour aller travailler dans cette zone, dans cette région. À Béché, c'est 800 km de Bangui environ. Et il fallait obtenir cette autorisation auprès du ministre de l'Intérieur. Je suis à Yaoundé. J'ai négocié cette mission avec Ocha, qui a accepté et qui me disent moi-même que je dois prendre toutes les dispositions qu'il faut. Alors, ce que j'ai, c'est que le réflexe que j'ai, je vais rencontrer l'ambassade du Tchad, que je connais. Ce monsieur-là, Youssem Kontou Noudiam Lao, je n'ai pas oublié le nom, parce que je l'aidais de temps en temps pour la communication des activités de l'ambassade, vraiment bénévolement. Donc, quand je veux le voir, je lui dis, monsieur l'ambassadeur, je me rends à Abéché avec ma collègue photographe. Alors, les documents qu'il faut obtenir à N'Djamena, puisque nous n'allons pas nous arrêter à N'Djamena avec Oucha, donc il faut me délivrer quelque chose. Et il nous a donc délivré, à ma collègue et moi, une attestation. C'est le représentant du gouvernement tchadien au Cameroun, c'est le représentant du président Idriss Déby Itno au Cameroun, l'ambassadeur. Et je transmets donc les documents à Oucha, qui organise le voyage, et nous quittons, ma collègue et moi, nous quittons Yaoundé le 25 février 2008. Et je dis, c'est quelques jours exactement après les événements de Bangui. Nous sommes transportés par les vols humanitaires des Nations Unies, donc escale à N'Djamena, on redécolle direction à Béché. Et nous voyageons avec Madame Fatma Samoura, qui est aujourd'hui secrétaire générale de la FIDPA, la Fédération internationale du football association. Et ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas que nous serons sous sa couverture, en fait. Donc, quand on arrive, elle dit, ah, mes amis, vous voyagez avec moi. Donc, on arrive. Nous sommes logés par elle dans la même case de résidence, la Guest House du PAM, le programme alimentaire mondial. Et quand j'y allais, c'était pour faire des reportages dans des camps de réfugiés. Je suis intéressé par l'humanitaire, je suis intéressé par cette vie-là. Voir comment les réfugiés, des gens qui ont tout perdu, qui sont partis, dont il y a les réfugiés soudanais sur le territoire tchadien, il y a les déplacés internes, même tchadiens. Alors, nous avons passé la nuit sans souci. Le lendemain, on se rendait donc dans les camps des réfugiés. Je vous assure, j'avais déjà mon pied sur l'échelle de coupée de l'avion. Ma collègue était derrière moi. Non, elle était devant moi. Elle entrait presque déjà dans l'appareil. J'entends seulement, vous là, suivez-moi. C'est un policier tchadien en civil. Suivez-moi. Il y a un pick-up qui est garé. On nous dit, entrez dans la voiture. On nous embarque dans le pick-up. Et on nous conduit par la suite à la direction de la surveillance du territoire. Le responsable nous attend. Il dit, vous êtes illégalement sur le territoire tchadien. Écoutez l'histoire, illégalement sur le territoire tchadien. Donc, sortez-moi tout ce que vous avez comme document. Vous imaginez, vous êtes avec une jeune dame, c'est la panique.
Je suis obligé je dois lui dire que calme-toi, tout va bien se passer, et je vais m'en occuper. Ici, là, je ne peux pas avoir peur. Alors, les documents, je sors le passeport, elle me sort son passeport, je sors les ordres d'émission, parce qu'à l'époque, je suis encore à Cameroun Tribune, qui est le quotidien gouvernemental camerounais. Donc, nous avons des ordres d'émission. Je sors les attestations signées par l'ambassadeur. Je sors tout ça, je pose sur la table du commissaire. Il me dit, alors, dites-moi comment vous vous retrouvez ici. Comment? Et je lui dis, monsieur le commissaire, vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas Cameroun Tribune en tant que responsable tchadien, puisque vous avez vos journalistes qui viennent se former au Cameroun. Et là, je suis audacieux, puisque je n'ai pas en face de moi un rebelle. Donc, j'ai quand même affaire à un responsable j'imagine, qui est raisonnable. Donc, il peut m'écouter. Donc, je peux me permettre cette audace. Je lui dis, et vous savez que si le président Déby est resté en poste, le président Biya y a été pour beaucoup. Donc, nous ne sommes pas sur le territoire tchadien illégalement. Le Tchad a un représentant au Cameroun qui est l'ambassadeur. Voilà les documents qu'il nous a signés. Et j'ajoute, je lui dis, d'ailleurs, moi, je n'ai plus rien à dire. Vous appelez Madame Fatma Samoura. Nous sommes sous sa protection. Et effectivement, il prend le téléphone, elle appelle, et Madame Fatma Samoura ne tarde pas à arriver. Elle débarque pratiquement 5 minutes après. Ah, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vos amis sont là, ils n'ont pas le document qu'il faut. Il lui demande donc qu'est-ce qu'il faut. Bref, je vois l'heure qui s'avance. Bref, nous sortons de là. Effectivement, le document qu'il fallait obtenir, Idriss Déby Itno avait un représentant spécial de ce côté-là. Donc, on est allé, on nous a signé le document. Donc, et ça se passe parce que quand je dis on aurait pu se retrouver en prison à la fameuse maison d'arrêt d'Abéché parce que ça se passe également au lendemain de l'affaire Arche de Zoé, l'ONG du grand frère de Nicolas Sarkozy, qui était, comme avaient dit les autorités tchadiennes à l'époque, qui était allé enlever des enfants. Donc, il y avait également cette tension. Il y avait une double tension. Et vous voyez, ce qu'il faut retenir pour ceux qui m'écoutent, c'est que quand vous êtes journaliste dans une pareille situation, en fait, vous êtes considéré comme un mercenaire. Oui, parce que quand on dit que vous vous retrouvez sur le territoire, on ne vous connaît pas. Donc, on se dit, est-ce que ce n'est pas un mercenaire? Est-ce qu'il ne représente pas une organisation qui soutient les mouvements rebelles que nous combattons? Donc, je vous assure, chaque fois que nous sortions qu'aussi, nous étions entourés des militaires armés qui n'étaient pas là pour notre sécurité, mais qui étaient là pour scruter nos faits et gestes. Même quand nous étions au restaurant, parce que de ce côté-là, ce n'est pas des restaurants dignes de ce nom. Donc, ils étaient là. Donc, vous voyez les armes qui sont pointues, que moins de faux pas, on va tirer. Et ça, c'est ce que c'est qu'une ligne de front. Et pour la première fois de ma vie, je voyais donc ce que c'est qu'une ligne de front. J'ai vu quantité d'armes lourdes circuler sous mes yeux dans des pick-up. Les pick-up que les rebelles, que l'armée utilise pour également combattre. Et la veille de notre arrivée, Idriss Déby Itno lui-même venait de séjourner dans la zone. Donc, il avait survolé la zone, les rebelles étaient encore là. Donc, vous voyez également, comme je dis, c'est une situation où, quand on dit il faut une autorisation spéciale, c'est qu'en fait, on ne veut pas des journalistes de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on aurait pu être considérés comme des mercenaires. Voilà. Dites-moi, monsieur Bogo, comment pouvoir parer à toute éventualité lorsqu'on se retrouve à couvrir des événements dans des zones de combat? Alors, vous avez parlé des gilets pare-balles. Quand les choses sont comme la guerre en Ukraine, les journalistes ont des gilets pare-balles. Ils ont des gilets pare-balles parce qu'en fait, ils sont aussi sous la protection d'un camp. Ceux qui sont du côté de l'Ukraine, ils ont des gilets pare-balles qui leur sont remis par l'Ukraine. L'Ukraine qui a besoin de communiquer parce que ces situations, c'est ces situations de crise, il y a la bataille de la communication.
Or, nous nous retrouvons dans une situation beaucoup plus compliquée où ce n'est pas le gouvernement tchadien qui nous a invités. En Centrafrique, ce n'était pas le gouvernement centrafricain qui m'avait invité pour dire, comme nous vous avons invité, nous mettons toutes les précautions, nous prenons toutes les dispositions. Pour vous, c'est que, je dis, la seule chose que vous avez, c'est, j'ai envie de dire, c'est Dieu et vous-même. C'est Dieu et vous-même. Vous arrivez dans un terrain hostile où vous n'êtes pas attendu. Donc, ils ne sont pas là pour vous accorder des facilités. Vous êtes vous êtes une curiosité. Donc, on se pose d'abord d'ailleurs des questions. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous ne roulez pas pour le compte des rebelles? Parce que ces militaires, d'ailleurs, c'est ce que tout militaire, quand vous causez avec un militaire, vous avez un frère militaire, il vous dit, en situation de guerre, le militaire, c'est une chose. Quand il voit une herbe bouger, c'est qu'il y a danger, il tire. Alors, les dispositions que je vous ai données tout à l'heure, c'est que j'ai pris des dispositions nécessaires. Ça, c'est le B.A.B.A. J'avais la couverture des Nations Unies. Je me disais que j'avais la couverture de l'ambassade du Tchad. J'avais même la couverture officielle de mon média parce que nous avions des ordres de mission. Maintenant, quand vous êtes face au danger aussi, il n'y a que Dieu et vous pour sortir de ce danger-là. Il n'y a que Dieu et vous. Oui. Parce que je dis, ceux que vous trouvez sur le terrain, ils ne vous attendent pas. D'abord, ils se demandent comment vous êtes là. Donc voilà. Quelles sont les difficultés à assurer une couverture médiatique dans, dans des zones pareilles? Alors, la difficulté est évidente. Parce que je l'ai dit, quand on vient nous empêcher de prendre l'avion, parce que finalement, l'avion décolle sans nous, sans ma collègue et moi. L'avion a décollé. Donc, on ne vous permet pas de travailler. Alors, les dispositions, donc, comme je dis, comme j'étais avec Ocha, donc, c'est que nous nous déplaçons en fait avec un véhicule des Nations Unies qui a une couverture. C'est avec ce véhicule-là qu'on travaillait. Et que les rendez-vous, les interviews, c'est Mme Fatma Chamoura, en tant que coordinatrice humanitaire des Nations Unies, qui les prenait d'ailleurs pour nous. Je lui dis, il y a telle autorité que j'ai envie d'interviewer. Il dit, elle passe, comme elle a des contacts, c'est elle qui passe des coups de fil et dit, j'ai avec moi des journalistes qui sont venus travailler pour nous. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous-même, vous n'allez pas sortir. Là, c'est encore, comme je disais, c'est même encore plus compliqué qu'à Bangui. Donc, je ne peux pas sortir avec ma collègue dire, nous allons à tel endroit nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Quand nous y allons, en fait, c'est que nous avons la couverture du véhicule des Nations Unies, donc qui nous transporte. Je Donc, rappelle, je voudrais rappeler aux participants, aux participantes que vous avez la possibilité de poser des questions dans les commentaires sous la vidéo en diffusion dans le groupe privé sur Facebook ou dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. Monsieur Mvogo, dites-nous, quel conseil donnez-vous aux journalistes qui, pour la première fois, ou aux journalistes qui veulent aller couvrir des événements dans des pays secoués par un putsch? alors, la première chose, c'est que il faut avoir l'âme d'un journaliste d'investigation. C'est ce que j'ai dit tantôt. Et quand vous l'avez, il faut s'armer de beaucoup de courage, de beaucoup d'audace, de beaucoup de détermination. La semaine dernière, je parlais d'humilité. Et là, vous faites tout petit encore. Parce que les situations de conflit en Afrique ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Voilà, je disais tout à l'heure, où vous arrivez, quand même vous êtes annoncé officiellement, on ne vous donne pas un gilet pare-balles. Donc, vous êtes abandonné à vous-même. Si vous vous en sortez, tant mieux. Donc, vous faites votre métier. Il faut être sérieux. Il ne faut pas poser un acte qui vous sera préjudiciable.
que vous arrivez, vous posez des questions à n'importe qui. La disposition que j'ai parlé de la couverture des Nations Unies tout à l'heure, c'est l'Organisation des Nations Unies. Nos pays sont tous membres de cette organisation. Donc, ça, c'est déjà une grande couverture que vous avez. Parce que quand on vous voit à bord d'un véhicule des Nations Unies, c'est vrai qu'en situation de crise, même l'ONU fait souvent l'objet de suspicions. De suspicions, et ça, vous le savez. Voilà le porte-parole de la MINUSCA qui était qui est en train d'être expulsé au Mali. Mais quand vous y arrivez, il faut savoir ce que vous dites. Même quand les gens que vous rencontrez, il y a des sujets que vous n'abordez pas. Donc, vous montrez que vous êtes simplement venu faire votre travail. Vous n'êtes pas venu faire un travail qui va mettre en difficulté les autorités en place. Il ne faut pas montrer que vous êtes venu faire un travail qui met en difficulté les autorités en place. Parce que généralement, lors des crises, c'est qu'il y a des violations des droits de l'homme. C'est pour ça aussi que le journaliste n'est pas le bienvenu. On se dit, est-ce que c'est ça qu'il est venu? Il est venu enquêter dessus. Donc, quand bien même vous allez écrire, quand bien même vous allez le dire dans vos reportages, attendez de sortir de là pour le faire. Nous avons des questions qui nous viennent des participants, au moins 3 questions. La première, un questionnement en solidarité à mon ami Olivier Dubois, toujours détenu au Mali. Comment couvrir l'actualité en ce territoire? Alors, c'est la même chose comme je disais avec Abéché. Abéché, c'est que, en fait, dès que vous arrivez dans une zone de crise, vous êtes observé. La pauvre, je vous dis, nous sommes arrivés à Abéché, nous avons atterri à l'aéroport. Bon, on nous a vus, mais il n'y avait aucune formalité à remplir. On nous a laissés. Mais le lendemain, on est venu nous interpeller. On est venu nous arrêter, parce qu'en fait, c'est ça le mot. Dis, vous ne montez pas dans cet avion va partir sans vous. Et l'avion a décollé. Donc, quand vous arrivez comme ça, votre vie est risquée autant pour les militaires formés au métier des armes que pour les rebelles. Parce que les rebelles, effectivement, eux, ils peuvent le faire parce que, ou là, c'est le cas des djihadistes. Quand ils le font, généralement, vous savez ce qui se passe, c'est qu'ils demandent une rançon. Donc, c'est l'occasion pour vous, quand on vous enlève, de se faire de l'argent. La question qu'il pose, je voudrais lui dire, j'ai couvert Bakassi. J'ai couvert le retrait de l'armée nigériane de Bakassi en 2006. Ce qui s'est passé quand nous arrivons nous étions les seuls médias camerounais qui avaient été autorisés, c'était les médias à capitaux gouvernementaux, donc Cameroun Tribune et la CRTV. Donc, quand nous arrivons à Calabar, l'atmosphère est lourde aussi. C'est des choses, la formation que je partage, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont la primeur de ce qu'ils vont lire dans les ouvrages que je suis en train de rédiger. Wow. Donc, ils ont cette primeur. Donc, dans la nuit, je vois vous voyez, il y a les militaires partout. Ça fait peur. On connaît le Nigeria. Je me dis, je peux être enlevé dans la nuit pour que la cérémonie capote. J'ai dormi, j'avais poussé la table qui était dans ma chambre derrière la porte. J'avais presque pas dormi. Donc, vous voyez. Donc, c'est que quand ils vous enlèvent, mais pour eux, d'abord, ils se font connaître, ils sont médiatisés, ils gagnent énormément là-dessus et ils vont également gagner de l'argent parce qu'ils vont réclamer une rançon. C'est là justement que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention. Il faut vous-même vous fixer des limites. Il ne faut pas aller n'importe où. Et je crois que c'est ça qui a dû arriver à Olivier Dubois. Il a dû se sentir en confiance. Ce qui vous donne l'impression là que vous êtes ils vous font, en réalité, ils ne vous font pas confiance. Vous êtes un appât qu'ils vont utiliser. C'est pour ça que je disais qu'à Abéché, nous sortions à bord du véhicule de Mme Fatma Samoura des Nations Unies. Donc, il ne faut pas trop vous aventurer sur le terrain seul.
Parce que même les militaires, eux-mêmes peuvent vous enlever et vous tuer. Vous disparaissez. Donc, il y a cette protection quand vous êtes dans un pays et les Nations Unies sont ouvertes. Déjà, comme je dis, c'est un voyage que j'avais organisé avec eux. Donc, j'avais leur protection. Et même quand vous n'avez pas organisé votre mission avec eux, il faut toujours chercher à entrer en contact avec eux. Et je crois que c'est ça qui avait manqué à Olivier Dubois, parce que dès que vous vous retrouvez seul dans la nature, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que Dieu et vous-même. Vous êtes abandonné à vous. Et je ne suis pas sûr également que Olivier Dubois avait même un gilet presse. Comme je dis, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement prévues dans notre environnement. Mais si c'est dans le cas où, par exemple, vous avez l'habitude de collaborer avec des comptables et que ces comptables vous ont par le passé, vous ont par le passé fourni des informations. Il ne faut pas leur faire confiance, j'ai dit tout à l'heure, parce que eux, ils cherchent quoi? Ils cherchent à se faire connaître. Ils cherchent la publicité. Donc, même quand vous collaborez, c'est des djihadistes. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas des militaires formés au métier des armes, donc ce n'est pas des professionnels. Et ils ont un agenda. L'agenda, justement, quand on vous enlève, c'est un coup d'éclat médiatique. Il y a la publicité et également, ils vont réclamer une rançon qui va leur donner beaucoup d'argent. Il y Les a rebelles, même encore. un journaliste qui demande quelle est votre recette pour être en vie aujourd'hui lorsqu'on sait par quoi vous êtes passé. Quel est mon? Quelle est votre recette pour rester en vie aujourd'hui lorsqu'on sait par quoi vous êtes passé? Alors, comme je dis parfois, pour dire la vérité, c'est que je me demande, est-ce que je pourrais recommencer ça? Est-ce que je pourrais recommencer? Parce que, je dis le cas d'Abbé, c'est parce que quand vous y allez, c'est une aventure. En fait, effectivement, quand j'allais, je disais, je vais voir ce que c'est qu'une ligne de fond. Mais ce que vous vivez, vous vous dites, oh, 25 ans de carrière, ça s'est passé il y a 14 ans. Est-ce que je pourrais recommencer ça? Je l'ai fait au plan professionnel. Je dis, c'est une expérience riche, elle est fascinante. Mais, et vous voyez d'ailleurs que ceux qui ont eu à le faire, ils ne le refont pas. Donc, ça ne se refait pas en réalité. Vous êtes, vous, il y a une autre question qui nous vient d'un participant. Vous est-il arrivé de prétendre être du côté d'un camp pour avoir leur protection? Alors, c'est ce que je l'ai dit déjà la semaine dernière, il ne faut pas prétendre d'être un camp. Alors, je n'ai jamais eu cette prétention et je n'ai jamais cherché à le faire. J'arrive, je dis, je fais mon métier de journaliste. Et quand vous faites ce métier de journaliste, et je le redis encore, ne venez pas vous comporter sur le terrain comme Zorro. Parce que même Albert Londres, quand il couvrait les guerres, je vous ai dit, il y a une façon de faire. Vous arrivez avec votre humilité. Quand vous êtes dans un coin, d'ailleurs, il y a même des endroits où il faut éviter de montrer que vous êtes journaliste. Il y a des endroits où il faut éviter que vous montrez que vous prenez des notes. Il y a des endroits où il faut éviter que vous enregistrez. Si vous le faites, faites-le discrètement. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes à Béché. Ils n'ont pas de restaurant en tant que tel, donc c'est ce qui tient lieu de restaurant. Alors, vous êtes entouré d'une dizaine de militaires qui ont des armes. Ils ne sont pas là pour blaguer. Alors, vous leur montrez que vous êtes là, à ce lieu précis, pour venir manger. Pas pour venir regarder ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, c'est ça qui crée les problèmes. C'est qu'ils se disent, ah, ils sont venus regarder il est venu regarder ce que nous faisons. Parce que je parle des violations des droits de l'homme. Vous entendez des exécutions sommaires, extrajudiciaires. Est-ce que vous êtes au courant? Et même si vous êtes au courant, dans ce genre de situation, alors comportez-vous comme un non-voyant, comme un malentendant. Oui. Si vous voyez une situation explosive, faites comme si vous n'aviez rien vu. Si vous entendez quelque chose qui peut heurter les sensibilités, faites comme si vous n'aviez rien entendu. Et vous savez que c'est quand vous rentrez que vous allez écrire ou dire cela.
Une autre question, en reportage en zone de conflit, le journaliste peut être confronté à des enlèvements. Que faire en cas de prise d'otage? Alors, en cas de prise d'otage, ce que vous faites, c'est que donnez-leur les contacts que vous avez. J'ai parlé d'Abéché avec les Nations Unies. J'ai donné le contact de Mme Farma Samoura, qui était la patronne des Nations Unies à l'est du Tchad à ce moment-là. J'ai dit au commissaire, monsieur le commissaire, moi, je ne parle plus. Vous appelez Mme Farma Samoura. Donc, quand vous êtes enlevé, et c'est pour ça que c'est très important, ce genre de contact. Parce que si vous vous contentez des confrères, vous allez dire, il y a un collègue d'ici qui a failli se retrouver dans une situation très compliquée concernant Boko Haram. Oui, avec les autorités d'ailleurs. Et justement, il n'avait qu'un confrère comme contact sur le terrain. Et quand on l'a sur le contact, lui-même, il a été convoqué pour dire, il y a quelqu'un qui est venu, qui fait ce. Donc, vous ne vous contentez pas des contacts des confrères. Je vous dis, là où vous avez les Nations Unies qui sont représentées, qui seront en même de mieux vous couvrir, allez vers les Nations Unies. Les portes seront ouvertes. Si c'est le vigile, vous dites, je voudrais rencontrer un tel qui va dire, bon, attendez, comme vous êtes journaliste, je vais voir le responsable de la communication. Dans les Nations Unies, dans une zone de conflit, doivent être. Bon, quand vous entendez les confrères européens ou occidentaux de manière générale, quand ils sont sur le terrain, ils ont la couverture diplomatique de leur pays. Et le Français qui va en Ukraine, en réalité, il est couvert par l'ambassade de France en Ukraine. Donc, c'est cette couverture qu'il faut avoir. Bon, malheureusement, comme je dis, bon, l'enlèvement, c'est même encore le moindre des mots. Parce que quand on décide de vous tuer, il n'y aura plus aucune protection. Il n'y a aucune protection à ce moment-là. Quelqu'un qui sort son arme, il dégaine. Donc, quand on vous enlève, il y a de fortes chances, comme ça a été avec les autres, qu'on négocie et qu'on vous sorte de là. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à ce que la pauvre, je disais tout à l'heure, voilà, à Bangui, le ministre de la Communication que j'appelais régulièrement, que j'appelle avant de quitter Yaoundé, qui me dit oui, il faut venir. Mais dès que j'arrive, il ne me reçoit plus immédiatement. Lui-même, il a fui son bureau en m'abandonnant, fuyant d'être agressé par leurs propres rebelles. Donc, vous voyez la situation. Bon, or, qu'est-ce qui se passe? C'est que non seulement j'ai donc mon ami qui travaille pour Internews, et comme il est également en contact avec l'Union européenne, donc s'il y a un souci, il va appeler l'Union européenne. Et moi-même, j'ai pris la précaution d'entrer aussi en contact avec les Nations Unies. J'ai pris la précaution d'entrer en contact avec un ancien colonel qui travaille pour Médecins sans frontières et autres. Et là, ce genre de contact, ça vous aide. Si vous êtes enlevé, vous leur dites, appelez un tel. Si vous n'êtes pas rassuré de ce que je suis venu faire. Mais je dis, quand c'est les djihadistes qui vous enlèvent, encore une fois, je dis, c'est Dieu et vous. Parce que même quand vous leur donnez ces contacts, eux, ils cherchent la publicité. Ils cherchent à avoir d'argent à travers vous. Donc, quand vous arrivez, ils vous font croire que vous avez gagné leur confiance. Et ça également, tout journaliste doit éviter cela, de se sentir en confiance avec les djihadistes. Sur quoi centrez-vous votre histoire, votre récit ou le reportage que vous réalisez en zone de guerre? Est-ce sur les victimes, sur les militaires qui sont en place ou sur les populations? En fait, sur quoi, monsieur? Alors, sur le contexte lui-même, qu'est-ce qu'une zone de conflit? Qui est acteur dans une zone de conflit? Dans une zone de conflit, vous avez les militaires, vous avez les rebelles, vous avez les autorités, parce qu'il y a des autorités en place. Donc, et vous avez donc les populations, bien évidemment. Vous avez les populations, mais comme je dis, mais quand vous allez vers ces populations-là, il faut faire très attention. Parce que on a peur que les gens vous disent des choses graves qui s'y déroulent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que même les populations, le fait d'aller vers elles, surtout pour le cas d'Abéché, pour le cas de Bangui,
moi, je suis allé faire des reportages sur des sites de déplacés internes. Et ça, c'était toujours avec les Nations Unies, comme je disais tout à l'heure, avec les ONG humanitaires, donc, les précautions dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut que vous soyez accompagnés. Là, ça rassure les autorités. Ça rassure les autorités en place que, ah, bon, on voit, il fait ses enregistrements, il parle des conditions de vie des populations déplacées, il n'est pas venu. Parce que, comme je dis encore, il faut éviter de montrer que vous êtes venu en enquêteur des exactions. Vous êtes venu en enquêteur des droits de l'homme. Vous êtes venu faire votre travail de journaliste qui observe, qui glane, qui écoute. Et vous le leur dites, parce que c'est également, il faut le leur dire. Comme là, j'avais interviewé le sultan du Wadaï à Abéché. Alors, je demande à le rencontrer. Madame Fatma Samoura organise ça. Et donc, vous voyez ça également, parce que quand je parle de cette couverture, ça fait que vous avez quelqu'un qui organise des rendez-vous à votre place. Donc, ça vous protège. Si vous vous déplacez seul, je dis, ça peut arriver qu'en route, votre véhicule, vous soyez buté par les militaires. Et ils vont dire que ce n'est pas eux. Il n'y aura pas de témoins. Quand bien même la population a vu, on va leur dire, vous ne dites rien. Et la population, cette population d'ailleurs qui vit dans la peur. Comment vous vous présentez aux personnes que vous souhaitez interviewer? Alors, vous vous présentez, je m'appelle Raphaël Vogo, je suis journaliste. Je suis venu faire des reportages sur la crise qui a lieu dans votre pays. Donc, vous leur présentez la situation comme ça, que ce soit aux autorités elles-mêmes. Parce que les autorités elles-mêmes aussi, comme je disais tout à l'heure, pour celles qui sont futées, vous leur donnez parce que vous leur donnez l'opportunité aussi de communiquer. Parce qu'en situation de crise, on communique plus qu'on informe. Donc, vous leur donnez l'autorisation de communiquer. Dire, OK, bon, monsieur le gouverneur, comme j'avais également interviewé le gouverneur de la région du Wadaï, tout ça. Monsieur le gouverneur, le préfet, j'avais interviewé le préfet. Donc, même le fait d'interviewer ces autorités, vous voyez, et vous leur donnez l'occasion de, de communiquer, de donner le point de vue officiel. Ça également, ça vous protège aussi un peu. On se dit, ah, ce n'est pas quelqu'un qui est venu contre nous. Donc, il est effectivement venu faire son travail. Et les rebelles, que vous ne voyez même pas d'ailleurs, et les rebelles, si vous vous aventurez sur le terrain où se trouvent les rebelles, la seule chose que vous faites avec eux, c'est que vous les appelez au téléphone. Parce que si vous vous aventurez, j'ai dit tout à l'heure, même eux, ils sont en mesure de vous enlever, de vous garder une journée. Et d'abord, ils seront les premiers à dire qu'il y a un journaliste qui a été enlevé. Et il faut donc, parce que comme ils ont les revendications, ils vous utilisent comme monnaie d'échange. Bon, nous avons les revendications pour donc libérer ce journaliste. Il faut qu'on nous donne ceci, on nous donne cela. À la question de savoir sur quoi centrez-vous votre histoire, vous avez parlé du contexte. Oui. Comment bien comprendre et maîtriser le contexte avant de descendre ou d'aller sur le terrain? Alors, vous ne pouvez pas aller parler d'une crise politico-militaire ou militaro-sécuritaire que vous ne suivez pas. Il faut la suivre. Donc, c'est des crises d'abord que je suis au quotidien. Parce que quand il y a eu le push manqué contre Idriss Déby, il y a eu des déplacés à Koussiri, dans l'extrême nord du Cameroun. J'y suis allé. Et là, c'était pour le compte de Cameroun Tribune et l'agence IPS. J'étais avec ma collègue photographe dont je parlais tout à l'heure. J'y suis allé et là, c'était toujours avec les Nations Unies, avec le HCR qui nous transportait, qui nous logeait. Sauf que moi, là également, on n'a pas parlé des conditions de vie, vos conditions de vie. À Koussiri, je dormais sur une chaise. Vous vivez dans des conditions spartiates. Il y avait une seule chambre. Nous sommes 2 personnes. J'ai dit la chambre, on la donne à ma collègue photographe, c'est une dame. Mais moi, j'ai dormi sur une chaise pendant une dizaine de jours. Et le matin, je me levais avec le véhicule des Nations Unies, on allait faire des reportages. Donc, et maintenant, pour le cas de Koussiri, qu'est-ce que j'avais fait?
j'avais axé mes reportages sur les conditions de vie des personnes vulnérables, les femmes et les enfants. Et ce reportage publié par IPS avait eu beaucoup de succès parce que ce reportage avait été traduit dans beaucoup d'autres langues. Crise tchadienne, c'était ça le titre, un lourd tribut pour les femmes et les enfants. Donc, quand vous êtes sur le terrain, il faut vous intéresser à ces catégories sociales, à ces couches vulnérables, les femmes et les enfants, parce que c'est des personnes qui payent le plus dans une crise. Les réfugiés centrafricains, je suis allé à l'est du Cameroun, à Garoua-Boulaye et autres. J'ai vu à faire des reportages sur des vieillards. Vous avez un vieillard qui a parcouru 2 semaines en brousse pour se retrouver au Cameroun. Il a près de 80 ans. Ça, c'est des histoires qui sont intéressantes. Il vivait de quoi? Il vous raconte qu'il mangeait des plantes en brousse, il arrive, il est fatigué. Donc, c'est pour ça que je dis, et quand vous le faites, il faut savoir le faire. Et parce que généralement, comme le cas de, quel que soit là où vous vous trouvez, quand vous pensez même que vous êtes seul, vous avez des agents de renseignement autour de vous. Ils vous suivent à distance. C'est pour ça que j'ai dit, même quand vous allez vers les populations, il faut faire très attention pour le cas d'Abéché. Donc, on vous suit, vous vous constatez quelles sont vos conditions de vie. N'allez pas leur demander ce que l'armée leur fait. Parce que quand vous allez poser cette question, vous cherchez des problèmes. Dès que vous tournez le dos, ils viennent leur demander ce que vous avez fait et les questions que vous leur avez posées. Une ou deux questions. Si vous êtes appelé à vous lancer dans une couverture de cette nature, quelles sont les dispositions que vous allez prendre en dehors de la couverture de certaines intenses et la discrétion? Alors, tout est dit parce que quand on parle de discrétion et qu'il ne faut pas rencontrer n'importe qui, il ne faut pas rencontrer tout le monde parce que ça, il faut vous le dire. J'ai dit, nous sommes dans une situation d'exception. Parfois, les lois sont mises entre parenthèses. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est eux-mêmes les lois. Donc, ils décident de votre vie. Ils décident de vous arrêter, de vous jeter en tôle et de dire, vous êtes venu là en mercenaire. Vous êtes venu là en espion. Les autorités en place également sont en mesure de dire, vous êtes venu en mercenaire. Alors, donc, ce que vous faites, c'est que vous allez vers des gens qui sont, j'ai envie de dire, connus. Je reviens encore sur les Nations Unies. Je reviens encore sur les ONG humanitaires. Quand vous allez chez Médecins sans frontières, Médecins sans frontières a une autorisation pour être là. Si vous allez à Save the Children, ils ont une autorisation pour être là. Mais si vous allez alors chercher dans les poubelles, quand je dis les poubelles, c'est que en ce temps-là, les gens qui ont la dent dure contre les autorités en place, vous cherchez des problèmes. Si vous voulez avoir la vie de ces gens, sortez de là. Une fois que vous êtes sortis de là, cherchez leur contact et vous les appelez au téléphone. Mais n'allez pas vers des gens que les autorités en place considèrent comme des ennemis. Parce qu'en le faisant, je dis, vous pouvez être considéré comme étant de mèche avec eux. Une dernière question qui nous vient de Patient Lukuza, journaliste en RDC. Il dit deux journalistes, dont un Américain et un Congolais qui jouaient le rôle de fixeur, ont été arrêtés par les services de renseignement en RDC alors qu'ils étaient en train d'interroger des miliciens qui font souvent incursion dans une partie de ce pays. Le journaliste américain a été libéré après l'intervention de son gouvernement, mais celui de la RDC n'a pas été relâché. Ma question, c'est de savoir, selon vous, où est-ce que les deux journalistes ont fauté et selon vous, dans leur travail, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire? Alors, il n'y a pas de faute.
Justement, je l'ai dit parce que j'ai dit, on a deux confrères camerounais ici. Il y a un qui travaille justement pour un média américain qui ont failli avec son fixeur. Ils ont failli parce que le confrère, lui, il a même quitté cette zone comme quand il m'a expliqué. Donc, je vous ai dit ce qu'on considère, c'est que vous, les autorités, ils parlent très facilement d'espionnage. Et le fixeur, lui, on le garde parce qu'on se dit, il y a des informations qu'il ne leur a pas fournies, que généralement, il ne leur a pas annoncé qu'un espion arrivait. Donc, même le rôle de fixeur est un rôle à risque. Ce rôle de fixeur-là. C'est pour ça que je l'ai dit, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est qu'il faut éviter de poser des actes que les autorités en place vont estimer embarrassants, vont estimer comme préjudiciables à leur pouvoir. Donc, le fait d'aller vers les miliciens, bon, nous les journalistes, on va les appeler officiellement des miliciens. Mais pour les autorités en place, ce n'est pas le même vocabulaire. C'est que c'est les ennemis. Généralement, quand on dit les ennemis de la République, et dès que vous entendez cette appellation, ne vous y aventurez pas vraiment. Ça, c'est un conseil que je vous le donne. Dès que quelqu'un est catalogué ennemi de la République, ne vous y aventurez pas. Parce que la question du confrère de la RDC est intéressante parce qu'il est justement dans un pays qui... Alors, même chez nous au Cameroun, j'ai parlé de l'arsenal juridique qui est révisé. Nous, avec Boko Haram, le pouvoir camerounais a renforcé l'arsenal juridique. Il y a eu des lois anti-terrorisme. Et il faut donc tenir compte de ces lois. Il faut les connaître. Parce que parfois, on se retrouve aussi impliqué, j'ai envie de dire, dans une sale histoire à cause de l'ignorance de la loi. Dès que la loi est votée par l'Assemblée nationale et que le président de la République a promulgué, il faut chercher à connaître les dispositions de cette loi-là en vous disant il y a des limites. Et dès que les autorités ont fixé les limites, il faut respecter ces limites-là. Je vous dis pour le cas d'Abéché, si j'y étais allé et j'avais voulu aller au-delà, je me serais retrouvé en difficulté parce que déjà, je n'avais pas l'autorisation spéciale délivrée par le ministre de l'Intérieur. Donc, vous voyez, le ministre de l'Intérieur qui délivre une autorisation spéciale que je n'avais pas. Donc, j'ai montré la bonne foi, que je suis juste venu écouter, observer ce que c'est qu'une ligne de front, comment les populations vivent dans ce contexte-là, comment l'armée elle-même, elle mène ses opérations dans ce contexte-là. Bon, or, si je n'étais pas arrivé sous la couverture des Nations Unies et que j'avais eu un confrère comme fixeur, nous nous serions retrouvés en prison et peut-être même que le confrère tchadien aurait eu plus de difficultés que moi parce que généralement, le journaliste local a plus de difficultés parce qu'on se dit, il y a un espion qui venait et qui ne nous a pas informés. Donc, j'espère pour eux avoir répondu aux questions des confrères qui... Donc, encore une fois, je reviens aussi sur ce que vous avez dit la semaine dernière. Une couverture responsable et professionnelle. Il faut être professionnel. Parce que ça aussi, pourquoi généralement les journalistes qui viennent de l'autre côté, on les considère comme des espions. Bon, le métier que nous faisons, pour ceux qui parce que généralement le journaliste africain ne le sait pas, c'est aussi un métier d'espionnage. Hein. Quand vous vous dites que vous donnez une information banale, vous vous dites que vous avez donné une information de journaliste. Mais parfois, votre information, c'est des intérêts que vous n'imaginez pas. Et oui, parfois, vous avez des pays qui s'en servent en matière d'intelligence économique. Vous travaillez pour un média. Or, son pays, ce média fait de l'espionnage au profit des entreprises de ce pays-là. Et ça fait que quand vous publiez dans n'importe quoi concernant votre pays, vous avez des difficultés.
Et c'est là qu'il y a la dimension stratégique du traitement de l'information. Et les journalistes africains, et c'est ça la faille, ne sont pas toujours formés. Les écoles de journalisme en Afrique ne forment pas à la stratégie. C'est pour ça que les journalistes africains, généralement, se retrouvent dans ce type de situation. Parce que le fixeur, par exemple, comme je dis, moi, si je dois recevoir un fixeur, si je dois jouer un rôle de fixeur, je vais aller vers les autorités de mon pays. Je leur dis, j'ai tel confrère qui arrive, voici sa mission. Dès que vous avez dit ça, si celui qui arrive va au-delà de sa mission, au moins vous avez eu la couverture. Parce que le fixeur du confrère d'ici, il avait eu ce problème, lui-même il avait été interpellé, on lui a dit, mais quelqu'un est arrivé, tu ne nous as pas informé. Or, justement, c'est une zone de tension. C'est une zone où on lutte contre le terrorisme. Donc, vous voyez, et je vous disais tout à l'heure que quand vous venez, non, on ne vous ouvre pas les bras. C'est qu'il y a des suspicions. Pourquoi est-ce que vous venez? C'est la question qui est posée. Même moi qui suis là en ce moment, si je travaille pour un média français ou américain, quand je vais arriver à l'extrême nord, la question que les autorités sur place, étant camerounais, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Donc, c'est parce que les autorités se posent cette question que déjà, on a des yeux sur vous. On a des yeux sur qui vous rencontrez. On a des yeux sur ce que vous dites. Mais vous, vous ne le savez pas. Donc, cette formation, cher aussi, elle est très importante. Et c'est pour ça que je dis, il y a cette dimension stratégique dans le traitement de l'information que les journalistes africains doivent intégrer. Nous avons là la crise sécuritaire au nord-ouest, au sud-ouest, ce que nous appelons ici le NOZO. Quand je vais à Bamenda, quand je vais à Buea, comment est-ce que je me comporte? Quand je vais partir de Yaoundé, moi, je vous dis, d'habitude, je me présente, je signale aux autorités. Dès que je vais arriver à Bamenda, je dis, je suis là. Le délégué régional de la communication, je me présente à lui. Je rencontre le sous-préfet. Je lui dis, je suis là. Je rencontre le préfet. Je suis là, monsieur le préfet. Au besoin, si le gouverneur pour me recevoir, je dis, monsieur le gouverneur, voici ce que je suis venu faire comme travail. Et ça, il faut toujours le faire parce que ça vous met à l'abri justement d'une situation qui peut devenir plus compliquée par la suite. Et quand je l'ai dit, vous avez même également les responsables sécuritaires. Allez vers eux. Allez vers les responsables militaires. Oui, mon général ou mon colonel, je suis là, voici le travail que je suis venu faire. Parce que pour eux également, quand vous ne le faites pas, leurs autorités les interpellent depuis la capitale. Mais il y a quelqu'un qui est sur ton territoire là. Mais comment toi, tu n'es pas informé? Voici comment est-ce qu'il est en train de se pavaner. Et vous savez également, vous vous retrouvez très facilement en difficulté parce que les services de renseignement, les services de sécurité sont aussi en compétition. Hein? Donc, celui qui a eu l'information, il cache l'information à l'autre sur votre présence. Ça fait que l'autre donc qui n'a pas eu cette information sur votre présence, c'est lui qui peut vous créer des problèmes que mais vous m'avez mis en difficulté. Je n'ai pas été informé. Donc, il faut toujours informer les autorités de votre présence, quel que soit le pays. Si vous avez les autorités de votre pays, vous avez une ambassade, allez vers votre ambassade. Vous signalez que je suis venu, voici ce que je fais comme travail, voici le média que je représente. Donc, j'espère avoir répondu aux questions. Merci beaucoup, cher confrère Raphaël Bogo, pour encore cette excellente session que nous avons partagée ensemble, pour ces connaissances, ces conseils que vous avez offerts aux journalistes qui nous ont suivis depuis le début. Merci d'avoir expliqué comment couvrir une crise politico-sécuritaire. C'est très important vu la montée de l'autoritarisme et de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Pour ceux qui l'ont raté, l'enregistrement de cette vidéo sera disponible sur le compte YouTube de notre réseau international pour les journalistes. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une nouvelle session, un nouveau webinaire. Mais avant de partir, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon après-midi, où que vous soyez. Au revoir.
Au revoir, Kosi, au revoir à tous qui ont pris part à cette formation. J'espère avoir répondu à leurs questions. J'espère que l'expérience que j'ai partagée avec eux va les aider. Et comme je dis encore, d'abord, il faut qu'ils gardent à l'esprit qu'on se forme tous les jours. Malgré tout ce que j'ai pu, tout ce que je traîne avec moi comme parcours, comme trajectoire, je continue de me former. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écouter les autres. Il y a des émissions d'enquête, et comme je dis, pour arriver, pour pouvoir surmonter les obstacles que j'ai évoqués tout à l'heure, pour pouvoir couvrir une élection en Afrique, obtenir les résultats que j'ai obtenus, pour pouvoir m'en sortir dans des zones de conflit. Je l'ai dit, la première étape, c'est qu'il faut être un journaliste d'investigation. Quand on est un journaliste d'investigation, et là, on devient un reporter de guerre aussi. Parce que quand on est un journaliste d'investigation, il y a une manière de prendre des notes, comme je disais tout à l'heure, sans attirer l'attention. Vous êtes assis, vous avez même votre appareil sur vous qui enregistre, et vous ne montrez pas que vous enregistrez. Vous, quand vous êtes de la presse écrite, vous prenez des notes avec votre cerveau. Vous prenez des notes avec le cerveau. Et quand vous vous éclipsez, vous les consignez dans votre calepin. Et tant que vous êtes en zone de conflit, il y a des choses qu'il ne faut pas écrire. Il y a des reportages audiovisuels qu'il ne faut pas réaliser. Sortez de là pour dire s'il y a des choses, parce qu'il y a des choses qui peuvent embarrasser les autorités en place. Attendez quand vous êtes sorti de là pour publier. Donc, merci aussi, cher Kossier. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci encore, cher Raphaël, pour ces conseils que vous avez ajoutés à la liste. Voilà. Au Au revoir. revoir. Au revoir. À bientôt. Et merci aussi à ces participants qui nous ont suivis depuis le début et qui sont restés fidèles jusqu'à cette heure. Merci à vous tous. Bye. Yeah. Bye. Bye.